Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un objet que vous ne connaissez probablement pas, les portfolios. Alors aujourd'hui il va être question de ce livre. Alors si vous voyez qu'une version numérique et que je peux pas vous montrer la version papier, c'est parce qu'à cause du confinement, j'ai pas encore pu le recevoir. Les dates d'envoi ont été décalées, j'ai juste lu pour le moment l'e-pub. Mais je recevrai la version papier bientôt et je suis sûr qu'elle sera aussi formidable. Alors ce livre il a été écrit par deux personnes, Jean-Christophe Bécher d'un côté, qui est un auteur que j'aime beaucoup et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. On l'avait interviewé avec Laurent dans cette vidéo. On passe 1 heure ensemble à discuter de photographie, donc c'est plutôt cool, je vous invite à regarder. Et ça a aussi été écrit par Sylvie Hugues, qui est une photographe, commissaire d'expo et qui fait aussi beaucoup de revues de portfolio à la MEP. À l'époque, on pouvait encore sortir de chez soi et parler à des gens. Alors dans ce livre, on va d'abord vous parler des portfolios et de leur histoire, puis des 7 types de portfolios qui existent. On va vous donner des conseils sur comment les concevoir et les fabriquer, donc c'est un livre qui est vraiment très concret et pas théorique, on parle vraiment des boîtes, du papier et compagnie, c'est vraiment quelque chose qui est dans le concret. Et ensuite, il y a plein de témoignages de gens qui ont vécu des lectures de portfolio ou qui en ont donné, et c'est intéressant, c'est vraiment la partie que j'ai préférée. Alors tout d'abord, un portfolio, c'est quoi? Alors malgré son existence depuis plus de 175 ans, le portfolio c'est encore un objet qui est assez méconnu des photographes. Alors, il peut prendre des formes hyper diverses, mais on va essayer d'en donner une définition un peu globale. Alors, selon le dictionnaire, le mot portfolio, ça vient du latin portare pour porter, et de l'autre mot folium pour papier. Alors, au début du 18e, c'est en italien un mot qui désigne un étui pour porter des feuilles non reliées, et ça se rapproche du terme anglais qui, lui, désignait deux cartons dans lesquels on pouvait mettre du papier. Alors, déjà là, on retrouve les deux idées de base qui permettent de définir le portfolio, des feuilles ensemble non reliées, et aussi un objet qui doit être manipulable et facilement transportable. Ça n'a rien à voir avec un tirage d'expo de 2 sur 3 mètres par exemple. En photographie, un portfolio ça va être une boîte qui va contenir entre 30 et 10 tirages, c'est vraiment le minimum et le maximum et le minimum, qui sont cohérents entre eux, donc autour d'un même thème, d'un même sujet. C'est pas un best-of de vos photographies sur tous les sujets, c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, c'est un objet qui est hyper intéressant parce qu'il est à mi-chemin entre le livre qui est figé et qui présente un travail cohérent, un ensemble mais figé qu'on peut pas bouger, et le tirage qui est une image unique. C'est vraiment quelque chose qui est entre les deux. C'est ça que je trouve vraiment intéressant là-dedans. Et il y en a aussi qui ont été assez célèbres. Par exemple, Diane Arbus, de son vivant, je crois qu'elle a fait qu'un seul portfolio, ce que j'ai découvert dans le livre. Je pensais c'était un bouquin, son premier, mais non. C'était un portfolio qu'elle a fait à New York, et j'ai découvert ça en lisant le bouquin. C'était hyper intéressant. Alors le livre conclut chaque partie par un ensemble de conseils, donc c'est vraiment hyper utile. Moi j'ai trouvé ça vraiment génial d'avoir tous ces points de vue sur la photographie et les portfolios. Je vais vous donner mes préférés ici, ceux que j'ai trouvé le plus intéressants. Après, bien sûr, ça remplace pas la lecture du bouquin. Voilà, c'est une vidéo qui va durer quelques minutes, je peux pas vous apporter autant que le livre, donc je vous invite vraiment à le lire, mais voici les principaux conseils que j'ai retenus de sa lecture. Alors, il y a une partie du livre qui est consacrée aux interviews d'experts, donc des éditeurs, des galeristes, etc., qui donnent un peu leur expérience autour des lectures de portfolios et de la construction des portfolios, et ce chapitre se conclut par une petite liste de conseils que je vais vous redonner ici. Le conseil qui ressort de l'interview de ces experts, donc c'est des gens qui vont juger les portfolios qu'on leur montre pendant des lectures de portfolios, les photographes les amènent et eux les jugent, donc le conseil numéro 1 qui ressort, c'est qu'ils préfèrent tous une boîte avec des tirages papier soignés, pas forcément énorme, pas forcément d'ultra haute qualité, ça peut être un travail en cours, tout ça, mais ils préfèrent tous le papier au numérique. Il n'y en a aucun qui dit qu'il préfère voir les images sur un iPad ou sur un ordi. Donc la règle numéro 1, si vous voulez montrer vos images à quelqu'un, c'est vraiment le papier. Ça c'est sûr, on peut pas faire l'impasse dessus. Alors concernant le format de la boîte, ce que les gens préfèrent, c'est vraiment le format A4 avec une vingtaine d'images. Plus petit, c'est difficile à manipuler, on voit mal. Plus grand, pareil, donc sur les tables pour les revues de portfolio, on n'a pas forcément la place. Donc c'est vraiment le A4 qui est privilégié. Et la boîte, parce que le format d'un book, c'est plutôt à éviter. Vous savez, un classeur où vous mettrez vos images, un peu comme un lutin, tout ça, ça c'est bien pour la photographie de mode apparemment, parce que c'est assez courant et c'est dans la culture de le faire, mais pour la photo d'art, vaut mieux éviter le plastique qui a tendance à gâcher le visionnage des images. Alors, pendant une lecture portfolio, vous pouvez présenter 2 séries, la plupart des experts qui se sont interrogés sont plutôt d'accord là-dessus, on peut leur en montrer une, et si jamais ça leur plaît, une deuxième, donc c'est toujours bien d'en avoir un peu en stock, donc c'est un portfolio par projet, d'en amener 2 plutôt finis, et si jamais on voit que le premier plaît pas, ce qui arrive, ou que la discussion s'engage mal, et que ça avance pas, on dit ok le projet plaît pas, je vous en montre un autre, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça c'est intéressant, il faut pas se bloquer sur un projet en particulier pour une lecture de portfolio. Alors il y a assez peu de temps pendant une lecture de portfolio, ça dure généralement 20 minutes, donc il faut vraiment être très clair sur son projet. Il faut savoir l'expliquer rapidement, en 1 ou 2 minutes, expliquer voilà ce qu'on a voulu faire, et avoir un titre clair
qui permet d'entrée de jeu de savoir de quoi on va parler, etc. Faut se mettre à la place de la personne, hein, elle vous a jamais vu de sa vie, elle connaît pas du tout vos travaux, elle a 20 minutes pour comprendre ce que vous voulez faire, voir les failles et essayer de vous aider. Donc faut l'accompagner au maximum dans cette démarche, en étant très clair et en ayant un petit peu préparé ce que vous allez raconter avant, pour que ce soit fluide et naturel. Et aussi, tous les experts sont assez sensibles au fait que les gens qui viennent aux lectures de portfolio se sont un peu renseignés avant sur qui ils allaient rencontrer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, par exemple, un festival qui a proposé des lectures de portfolio, de réserver la personne à l'horaire qui vous arrange, de vous pointer, de montrer son travail. Ça plaît toujours que vous sachiez que tel éditeur il fait plutôt tel genre de livre, et c'est pour ça que vous êtes venu le voir, parce que vous avez tel type de photographie et ça va bien avec, plutôt que de débarquer au hasard et de tomber sur un gars qui bosse au service sport de Libé, je dis n'importe quoi, mais voilà, et qui fait quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, ça va juste être du temps perdu pour tout le monde, et ça agace, voilà. Donc renseignez-vous sur les gens qui vont lire votre portfolio pour aller voir les bonnes personnes et aussi obtenir les bons conseils. Il y a une citation dans le livre qui est d'Héloïse Conesa, une conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, qui résume très bien ce que je viens de vous dire. Donc pour elle, une bonne lecture de portfolio, c'est choisir les photographies que l'on veut montrer, choisir la personne ou l'institution à laquelle on veut les présenter, choisir enfin son objectif pour la lecture de portfolio. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais jamais lu avant. Moi j'ai fait quelques lectures de portfolio dans ma vie, en tant que photographe, et on m'a demandé de le faire, donc je me prêtais à l'exercice, donc je l'ai déjà fait aussi dans l'autre sens. Mais c'est très peu, hein, et c'est très modeste, hein, voilà. On va pas exagérer. Ce point de vue-là, je l'avais jamais vu, et je trouvais que c'était hyper intéressant pour bien préparer le truc. Et forcément, une lecture de portfolio qui est bien préparée, elle sera très enrichissante pour vous, parce que vous aurez des bons conseils à adapter à vos questions. Aussi, à la fin de l'ouvrage, il y a plein de conseils qui résument un peu tout le livre, et là aussi, je vais vous donner ceux que j'ai trouvés les plus intéressants. Donc tout d'abord, faut pas rassembler des images éparses et diverses, faut vraiment faire une édition, ça c'est super important. C'est vraiment pas un best-of de vos meilleures images. Hein. Si vous allez un jour à Arles faire une lecture de portfolio, vous prenez pas vos meilleures photos de voyage, de machin, de trucs, et vous présentez un best-of en gros de ce que vous savez faire. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas un décathlon, on fait des activités, tout ça, c'est pas ça la photographie. Donc vraiment une édition sur un sujet donné, et 30 images vraiment maximum, 20-30. Donc vous éparpillez pas, on est focus, on est concentré, on sait ce qu'on veut. Alors, un peu dans la même veine, ça sert à rien d'y aller pour faire le malin et prouver qu'on est le meilleur et le plus fort, donc c'est pas une course à la performance, faut pas montrer que vous êtes un incroyable retoucheur qui fait des montages de folie, etc. Vous n'êtes pas là pour en mettre plein la vue à la personne, parce qu'elle a sûrement déjà vu beaucoup plus de travaux photos que vous verrez dans votre vie, et c'est vraiment pas le but, c'est vraiment de montrer un travail et d'obtenir un retour, pas de se la raconter, de toutes les façons, hein, que ce soit, comme je vous dis, avec de la dextérité sur la retouche, ou le papier le plus incroyable qui vient du Japon, qui a été mâché par un panda, tout ça. Enfin non, le but c'est vraiment de montrer des travaux, donc restez simple. Alors évitez aussi les photos un peu trop récentes. Le cas typique, c'est que vous avez été en voyage, vous avez fait une petite sélection de photos et vous voulez les montrer. Alors ça veut pas dire que les photos de voyage c'est pas intéressant, ça veut pas dire que de ces images vous pourrez pas tirer un truc, mais souvent vous êtes encore à chaud, vous venez de le faire, et vous n'avez pas encore le recul nécessaire sur le travail photographique, donc ça sert à rien d'aller à une lecture avec ça. Plutôt des travaux sur lesquels vous avez du recul, ce sera bénéfique pour tout le monde. Alors quatrième, il faut aussi se méfier de certaines thématiques hyper usées, qui ont été vues 50 millions de fois, et ça sert à rien d'aller les représenter aux gens. Mais ça, je détaille pas plus parce qu'il y a une citation dans le livre que je vais vous lire un petit peu après, qui est une pépite à ce sujet. Alors aussi, ne signez pas vos images. C'est vraiment de mauvais goût, faut éviter. Déjà parce que c'est du papier que vous allez montrer. A priori, si vous avez écouté les conseils, vous n'allez pas montrer un écran. Si vous montrez du papier, personne ne va vous voler vos images et vous êtes devant pour dire votre nom. Donc vous emmerdez pas à les signer, ça ne sert à rien. Et je parle bien de la grosse signature imprimée dégueulasse sur l'image Jean-Jacques Michel photographie, quoi. Ça, faut vraiment éviter. Ça vous apportera rien du tout. Et au pire, de toute façon, vous pouvez toujours avoir une carte de visite que vous laissez derrière vous pour donner votre nom, ou faire un petit carton, ça, ils en parlent aussi dans le livre, mais encore une fois, lisez-le pour avoir tous ces trucs-là. Vous pouvez aussi faire un petit cartonné, un petit papier cartonné avec toutes les photographies en petit et votre nom, et voilà, un petit récap de qui vous êtes, ce que vous avez fait. Mais vraiment, signez pas sur vos tirages, ça ne se fait pas. Alors ça, j'en ai jamais vu, mais apparemment ça se fait, et donc du coup je vous préviens de ne pas le faire. Évitez les passe-partout de couleurs. Alors le passe-partout, c'est quand vous avez une image, quand vous avez un encadrement, vous pouvez mettre un passe-partout qui va entourer l'image en blanc. Ça se met dans les cadres des fois. Je vais mettre une image à l'écran parce que ce sera peut-être plus clair que l'explication avec mes mains. En blanc, en écrémé, tout ça c'est très élégant, moi j'aime beaucoup. Peut-être un peu daté, mais ça dépend des images que vous faites. Si vous faites des trucs très modernes, très colorés, ça vaut peut-être pas le coup, mais pour des images par exemple de rue plus traditionnelles, ça peut être sympa de faire ça. Bref, quoi qu'il en soit, faites pas des passe-partout colorés, quoi. Si vous faites de la photo de nature, mettez pas des trucs verts autour, c'est grossier, ça sert à rien de faire ça.
surtout, on ne refuse pas la critique, on est venu là pour ça. Je vous ai dit, c'est vraiment, on va pas à une lecture de portfolio pour fanfaronner, pour être le meilleur et obtenir des félicitations. Vous êtes là pour avoir un recul sur votre travail qui vous permettra d'avancer. Moi, je sais que toutes celles que j'ai faites, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me rendre compte des lacunes que j'avais, de ce qui marchait pas dans ce que je faisais, et d'avancer. Mais il faut vraiment être dans cette démarche de « ok, j'y vais l'esprit ouvert, il y a des défauts, c'est normal, et on y va pour les apprendre, enfin pour les découvrir et progresser. » Il faut vraiment pas se bloquer sur la critique, sinon vous perdez juste votre temps et votre argent, parce que vous avez fabriqué des tirages juste pour rien. Et dernier conseil qui va un peu avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir en montrer plusieurs, faites pas un portfolio à tout faire. Faites pas une grosse boîte avec un peu tout, voilà, qui vous sert à tous les types de lecture de portfolio. Vous pouvez en faire un qui est plus orienté sur un thème, je sais pas, un peu lyrique, si vous allez voir un éditeur qui fait ce genre de livre, un truc un peu plus reportage, enfin bref. L'idée de base, c'est pas d'avoir un portfolio à tout faire, à sortir à toutes les revues, et on y va. Le but, c'est d'en avoir un peu déspécialisé, et peut-être un plus haut de gamme pour certaines revues de portfolio, un peu plus large pour la photographie de rue, enfin, avoir des portfolios adaptés aux personnes et aux situations. Et de toute façon, même si vous en faites plusieurs, c'est quelque chose que vous garderez sur la durée. Ces portfolios-là, vous les rangez dans des belles boîtes chez vous, et dans 20 ans, vous serez hyper content de les avoir retrouvés. Donc ça, c'était pour la partie vraiment concrète sur les portfolios, sur les conseils qu'il y a dedans. Après, j'aime beaucoup le travail de Jean-Christophe Béchet, et maintenant de Sylvie Hugues, parce qu'il y a quelques belles pépites dans leur texte. Ouais, c'est des gens qui vont pas à moitié quand ils veulent dire les choses. Et je vais vous en lire deux qui sont mes préférés. Alors, je crois deviner, parce que j'ai un petit peu l'habitude, mais je crois deviner qui a écrit quoi. Donc je lance des paris. Jean-Christophe, si tu passes par là, tu peux m'envoyer un mail et me dire si je me suis trompé ou pas. Cette première citation, je parierais sur le fait qu'elle soit de Sylvie Hugues. L'autre écueil pour les amateurs qui veulent passer de la photo unique à un travail en série, et donc en portfolio, consiste à changer certaines de leurs habitudes. Les logiques propres aux photoclubs et aux expositions entre copains ne sont pas déclinables dans un contexte plus exigeant. Il va bien falloir comprendre les différences d'enjeux et ne plus raisonner en fonction de concours, de compétition, mais davantage en termes de personnalité, de singularité et de recherche d'un sujet fort. Bon, vous comprenez pourquoi je parle de ça, hein. On connaît tous mon avis sur les photoclubs, la compète et les concours, et les gens qui sont là-dedans. Ce que dit, je pense, Sylvie Hugues très clairement, c'est que voilà, la logique de concours entre copains de la Fédé, ça n'a rien à voir avec des lectures de portfolio plus exigeantes, et qu'il faudra vraiment vous sortir de ça pour faire un travail singulier et fort. Autre citation, et je crois aussi qu'elle est de Sylvie Hugues à la façon d'écrire, mais j'aurai peut-être la réponse un jour. C'est peut-être injuste, mais certains thèmes sont devenus de tels clichés vus et revus qu'il est préférable de les oublier. Les couchers de soleil en font partie bien sûr, mais on doit aussi éviter les compositions picturales construites autour de jeux de reflets ou de transparence. Ainsi, les reflets sur la mer, dans un petit port méditerranéen, des baraques de pêcheurs, est un excellent sujet pour une carte postale, mais pas pour une lecture de portfolio artistique. De même, on se méfiera des anecdotes visuelles humoristiques en photo de rue, à moins d'être un vrai street photographeur expérimenté. Et on réservera les retouches numériques trop kitsch au concours de photographie amateur. Avec votre portfolio, vous devez montrer autre chose qu'un classicisme un peu suranné. Pensez à affirmer votre personnalité, votre originalité, et si vous êtes un amateur, ne jouez pas au pro, mais montrez que vous êtes passionné par le thème que vous traitez. Avant de finir, il y a une dernière notion, et ça je suis certain que c'est Jean-Christophe Béchet qui en parle parce qu'il nous en a parlé pendant l'interview, qui est présenté dans le livre, et c'est quelque chose que je trouve vraiment brillant, donc je voulais prendre le temps d'en parler sur cette chaîne, et comme c'est dans le bouquin et que je parle du bouquin, c'est maintenant. En fait, Jean-Christophe Béchet dit qu'il y a 3 façons de voir des images, et que ça n'a jamais changé depuis les débuts de la photographie. La première forme, c'est le tableau, donc qui est hérité de la peinture, où la photographie se retrouve encadrée. C'est le tirage encadré au mur. C'est la première façon de voir des images. La deuxième technique de représentation des images, c'est la projection. Donc ça commence par les vues en relief, donc les lunettes qu'on mettait pour voir des photos en relief au 19e, ça date un petit peu, fin 20e. Ça s'est poursuivi avec les diapositives qu'on pouvait projeter, et maintenant ce sont les écrans d'ordinateur, les iPads, les téléphones sur lesquels on projette les images. Donc c'est des outils qui ont évolué avec le temps, mais on retrouve la même logique de diaporama des images. Et enfin, la dernière façon de diffuser des images qui est ma préférée, c'est le support papier et la page imprimée. C'est le livre, le magazine, etc. qui permet une large diffusion des images à moindre coût. Et ça, c'est assez intéressant et c'est aussi une des spécificités de la photographie. On n'a pas ça dans les autres arts. C'est vraiment d'avoir 3 moyens de diffusion différents qui sont tous équivalents. Par exemple, en peinture, il n'y a que la toile qui est l'original et un livre, ce sera toujours une reproduction de l'œuvre originale. Il n'y a aucun débat. Alors que la photographie, c'est un art mixte et complexe qui se matérialise par plusieurs supports. Sans qu'on puisse vraiment créer une hiérarchie en fait. Ce sont 3 façons différentes de matérialiser les œuvres. Un livre de photographie, c'est pas moins l'œuvre du photographe qu'un tirage. C'est juste 2 façons différentes.
Donc mon avis sur le livre, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, parce que sinon j'en parlerai pas sur cette chaîne. Il est vraiment utile, je trouve, surtout que c'est le seul à parler de ce sujet-là. Donc c'est intéressant parce que vous aurez pas toutes ces infos-là pour vous préparer à des lectures de portfolio ailleurs. C'est aussi un livre qui a l'avantage de ne pas être trop théorique, on n'est pas dans des grands principes qu'on vous énumère sur comment faire pendant des pages et des pages. Il y a des avis d'experts, des conseils concrets de où acheter ses cartons, quel papier prendre, etc. C'est vraiment très pratique. Aussi, c'est un bouquin qui est pas du tout chiant à lire, c'est pas un truc académique hyper carré, voilà. On se marre bien, je vous ai sorti quelques paragraphes qui m'ont fait rire. On passe un bon moment en lisant ce bouquin, et ça c'est vraiment cool. Et enfin, c'est vraiment un livre qui est adapté à tous les profils, que vous soyez un artiste, un professionnel, un amateur, etc. Il y a d'ailleurs un chapitre qui est consacré aux différents types de profils pouvant produire des portfolios, et ce qu'ils peuvent en attendre à chaque fois. Donc c'est pas du tout réservé aux photographes artistes sortis d'école d'art, c'est vraiment prévu pour tout le monde, et ça je trouve ça hyper cool. Bref. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné des idées pour vos futures lectures de portfolio et aussi envie de lire le bouquin, ce serait cool. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et tant qu'on a parlé de livres de conseils, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il est ici et il vous aidera beaucoup. Moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez plein de photos et mettez-les dans des beaux portfolios.